Parfois, la vie nous confronte à des contradictions qui nous déséquilibrent profondément. Des paroles qui promettent l'éternité, des gestes qui suggèrent une réelle connexion, et pourtant, la séparation se produit. On perd pied, cherchant à comprendre pourquoi ce qui semblait si réel s'est achevé si brusquement. Mais si cette rupture n'était pas qu'une fin, mais un appel à regarder au-delà de l'évidence, de la surface, du regard de l'autre. Selon la psychologie profonde, les épreuves les plus douloureuses ne sont pas de simples tragédies personnelles, elles sont des portails qui nous invitent à plonger dans les forces cachées qui façonnent nos liens, nos désirs et nos manques. C'est dans l'absence que se dévoile parfois une révélation, non sur ceux qui sont partis, mais sur la personne que vous êtes en train de devenir. Écrivez en commentaire « Je suis prête à transformer ma douleur en connaissance de soi ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les relations ne sont pas de simples rencontres entre deux individus, mais des miroirs vivants des dynamiques inconscientes qui nous animent. Quand quelqu'un dit « je t'aime » puis s'éloigne, l'expérience peut être dévastatrice. Mais du point de vue jungien, elle devient aussi d'une richesse inouïe. Cette rupture, aussi déconcertante soit-elle, symbolise la tension entre l'ego et les parties non intégrées de la psyché. Jung nous enseigne que nous projetons sur l'autre des fragments de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas encore. La personne aimée devient le réceptacle de nos idéalisations, de nos espoirs et même de nos blessures d'enfance. Lorsque cette figure s'éloigne, emportant sa présence physique, elle emporte aussi les morceaux de psyché que nous y avions déposés. La douleur de la perte devient alors l'écho de la douleur de se retrouver face à soi-même. De plus, ce type de rupture peut activer l'archétype de l'ombre, tout ce que nous rejetons ou ignorons en nous. Souvent, le départ de l'autre révèle nos schémas d'attachement, nos manques inconscients et ces cycles répétitifs que nous refusons de voir. Le chemin d'individuation, si central chez Jung, exige que l'on affronte ces douleurs pour pouvoir intégrer nos polarités internes, le féminin et le masculin, le conscient et l'inconscient, l'amour et l'abandon. Quand quelqu'un s'en va, quelque chose en nous est appelé à s'éveiller. La véritable révélation ne se cache pas dans l'acte de l'autre, mais dans ce qu'il fait émerger en nous. Dans nos relations, nous voyons rarement l'autre tel qu'il est. La plupart du temps, nous percevons ce que nous voulons voir, ou plus précisément, ce dont nous avons besoin, non par choix conscient, mais sous l'emprise de l'inconscient. Jung nomma ce phénomène projection, le transfert de contenus internes non reconnus vers le monde extérieur, particulièrement vers ceux avec qui nous nous unissons émotionnellement. Lorsque nous idéalisons quelqu'un, nous y projetons des aspects de notre propre psyché, des qualités désirées, des sentiments manquants, des archétypes qui résonnent avec notre histoire affective. Nous projetons notamment l'archétype de l'anima ou de l'animus, ces dimensions féminines et masculines inconscientes qui résident en chacun de nous. L'autre porte alors, à nos yeux, non seulement sa personnalité, mais aussi nos attentes les plus profondes. Cette dynamique crée un lien puissant mais fragile. Lorsque l'amour repose sur la projection, il devient un miroir où nous cherchons la complétude qu'il nous manque en nous. L'autre, souvent à son insu, devient le porteur de nos espoirs intimes. Nous croyons aimer alors qu'il s'agit parfois d'une image intérieure projetée, non de la personne réelle. Voilà pourquoi tant de relations commencent dans l'enthousiasme et l'enchantement, pour être rapidement déséquilibrées lorsque l'autre agit en contradiction avec l'image idéalisée que nous y avons accolée. Lorsqu'il s'agit de celui ou celle qui affirme « je t'aime », puis prend ses distances, l'impact est d'autant plus brutal. Ce n'est pas seulement la relation qui s'effondre, mais la structure émotionnelle qui soutenait notre projection. La douleur de la perte se mêle à la chute d'une illusion inconsciente. Ce collapse toutefois porte une opportunité rare, l'invitation à reprendre possession de notre projection et par là même à renouer avec des parts de nous-mêmes que nous avions abandonnées. C'est là que le travail jungien se révèle indispensable. Il ne s'agit pas d'éliminer la projection, elle fait naturellement partie de la psyché humaine, mais de la porter à la conscience. Quand nous comprenons que ce que nous ressentons pour l'autre relève aussi de notre monde intérieur, nous faisons un pas vers l'individuation, ce processus d'intégration des opposés en nous. En récupérant l'amour idéalisé que nous avions déposé chez l'autre, nous pouvons réorienter cette énergie vers le renforcement de notre identité propre. Comprendre la projection permet également de briser le lien de dépendance émotionnelle. Quand nous projetons sur l'autre notre salut, notre valeur ou notre complétude,
nous nous rendons vulnérables à l'abandon. En reconnaissant ces qualités comme partie de nous-mêmes, même imparfaites, nous regagnons en pouvoir personnel. La distance de l'autre, bien que douloureuse, devient un moment de retour vers l'intérieur, une occasion de réviser ce qui avait été extériorisé et d'amorcer un chemin vers une autonomie émotionnelle plus profonde. L'amour véritable, dans cette perspective, ne naît que lorsque nous prenons conscience de ces dynamiques. Il ne s'agit pas de bannir toute idéalisation, mais de discerner quand elle opère, de questionner son origine et, surtout, de s'interroger sur ce que cet enchantement cherche à nous révéler intérieurement. Jung affirmait « Tant que nous ne rendons pas conscient l'inconscient, il dirigera notre vie, et nous l'appellerons destin ». En amour, cela n'a jamais été aussi manifeste. Ainsi, la question qui doit surgir face à la distance voulue par l'autre n'est pas seulement « Pourquoi est-il parti ?», mais « Qu'est-ce que je cherchais en lui que je dois retrouver en moi ?» Ce mouvement de retour vers soi est le premier pas vers une guérison et une transformation profonde, où la souffrance cesse d'être simple perte pour devenir révélation. La distance de celui ou celle qui disait aimer réveille souvent en nous des réactions disproportionnées. Ce qui semble n'être qu'une déception amoureuse dissimule parfois un champ émotionnel beaucoup plus vaste. L'éloignement agit comme un déclencheur, activant la sombre, un des concepts essentiels de la psychologie jungienne. La sombre recouvre ce que nous rejetons, ignorons ou refoulons en nous. Elle se compose de traits que l'ego n'accepte pas comme faisant partie de son identité. Lorsque l'autre s'éloigne, la douleur ressentie ne correspond pas uniquement à la perte du lien présent. Elle réactive d'anciennes blessures, des peurs enracinées dans l'enfance, des expériences répétées d'abandon. C'est alors que la sombre surgit, dans les émotions violentes, les pensées obsédantes, les réactions incontrôlées, qui semblent surgir de nulle part. En réalité, elles proviennent des profondeurs de la psyché, où des contenus non intégrés attendent l'occasion de se manifester. L'abandon met en jeu des complexes inconscients, des noyaux émotionnels autonomes formés tout au long de la vie, souvent liés à des traumatismes ou à des expériences répétitives. Lorsqu'un complexe est activé, nous réagissons de manière automatique, presque comme une autre personne. L'éloignement de l'être cher peut raviver, par exemple, le complexe de rejet, de honte ou d'invisibilité. Nous percevons tout à travers ce prisme déformant et la douleur semble décuplée, car elle n'est pas seulement présente, elle est aussi historique. Jung ne considérait pas cela comme une simple maladresse, mais comme une opportunité. Quand un élément extérieur active la sombre, cela signifie qu'elle devient visible. Et ce qui peut être vu peut enfin être transformé. Le problème ne réside pas dans l'existence de la sombre, nous la portons tous, mais dans sa capacité à agir à notre insu. C'est pourquoi les moments de perte et de distance sont des portes ouvertes vers un profond travail d'introspection, à condition d'avoir le courage d'explorer honnêtement son monde intérieur. Souvent, ce que nous projetons sur l'autre, comme évoqué plus haut, est aussi un reflet de notre sombre. Nous aimons des personnes qui, inconsciemment, nous montrent des aspects à développer ou à réconcilier en nous. Lorsque ces personnes s'éloignent, elles laissent entre nos mains le miroir brisé, nous obligeant à examiner chaque fragment. Chacun révèle un pan de notre histoire émotionnelle, schéma d'abandon récurrent, besoins insatisfaits, insécurité cachée derrière le lien affectif. Ce processus est douloureux mais aussi libérateur. La sombre ne recèle pas que des peurs et des traumatismes, mais aussi des potentialités oubliées. En l'affrontant, nous découvrons des forces endormies, des facettes de notre être que la peur ou la pression sociale avaient reléguées aux oubliettes. La souffrance de la séparation devient alors la clé d'une aventure intérieure où la vulnérabilité cesse d'être faiblesse et devient accès au réel. Il faut garder à l'esprit que ce mouvement d'affrontement ne se résume pas à une compréhension intellectuelle. La sombre s'exprime dans un langage symbolique, émotionnel, viscéral. Elle surgit dans les rêves, dans les impulsions, dans les comportements incontrôlables. Le processus requiert présence, écoute et souvent un accompagnement thérapeutique. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre pour avoir mis au jour ses blessures, mais de lui rendre intérieurement hommage, pour nous offrir la chance de voir ce que nous avions longtemps évité. Quand l'autre s'éloigne, il peut jouer le rôle de messager de la psyché. Son absence révèle paradoxalement une présence cachée, celle de votre propre sombre, demandant à être reconnue. En acceptant cet appel, vous ne redéfinissez pas seulement la perte, vous préparez un pas décisif vers votre transformation.
L'absence de quelqu'un qui comptait, surtout lorsque des mots d'amour n'ont pas été suivis d'actes correspondants, provoque un déplacement brutal. Le sol familier disparaît et nous voilà plongés dans un territoire émotionnel incertain où tout semble s'écrouler. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que peut naître l'essentiel, le processus d'individuation. Pour Jung, l'individuation est le chemin par lequel l'individu devient ce qu'il est vraiment, un être conscient intégrant toutes les parts de sa psyché. Et souvent, ce chemin ne se révèle que lorsque s'effondrent les certitudes qui maintenaient l'ego à l'abri, mais enfermé. La perte, malgré sa douleur, possède un pouvoir transformateur exact parce qu'elle nous déconnecte des structures qui garantissaient une sécurité illusoire. Lorsque l'autre s'en va, emportant une part de ce que nous pensions indispensable, s'ouvre une chance de retrouvailles avec le self, ce centre régulateur de la psyché qui dépasse la persona sociale et les rôles affectifs que nous jouions. L'absence de l'autre met en lumière l'urgence de nous reconnecter à nous-mêmes. Ce retour n'est pas confortable. Il surgit souvent au cœur de l'angoisse, de la confusion et du vide. Pourtant, l'âme possède sa propre intelligence et la douleur devient boussole. Chaque émotion intense pointe vers un aspect négligé ou enfoui. La souffrance n'est pas une fin, mais le début d'un voyage symbolique vers l'essence. C'est alors que nous réalisons que ce que nous cherchions à l'extérieur était en vérité la représentation de ce que nous devions cultiver à l'intérieur. Au fil de l'individuation, la psyché se réorganise. Ce qui était projeté à l'extérieur revient en soi, ouvrant l'accès à de nouvelles manières d'être. Nous apprenons à aimer sans dépendre, à ressentir sans perdre notre centre, à désirer sans nous dissoudre. La douleur de la perte se mue peu à peu en force de reconstruction, non pas parce que nous avons oublié l'autre, mais parce que nous reconnaissons qu'il n'était que le symbole d'une réalité supérieure, une invitation à nous connaître vraiment. Cette transformation se fait en compagnie de diverses figures intérieures, la sombre, l'animus ou l'anima, le vieil homme sage, l'enfant divin. Ces archétypes émergent dans les rêves, les réflexions, les expériences symboliques, et chacun nous apporte un morceau de nous-mêmes à intégrer. L'absence de l'autre offre ainsi un espace pour faire entendre ses voix intérieures. L'amour perdu à l'extérieur se redistribue au dialogue avec votre propre âme. Arrive un moment où la clarté succède à la douleur. Vous percevez que la perte était en réalité une ouverture. Vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et plongez dans les profondeurs de votre histoire. Vous remettez en question vos schémas, revisitez des souvenirs oubliés, interrogez des croyances désormais caduques. C'est ainsi que vous cessez d'être la proie des circonstances pour devenir l'artisan de votre vie psychique. Jung soulignait que la souffrance est inévitable sur le chemin de l'individuation, car elle nous arrache au confort de l'inconscience. Mais il affirmait aussi que c'est du conflit avec la souffrance que naît la conscience. La séparation cesse d'être un gouffre dénué de sens et devient le lieu sacré de la transformation. Quelque chose en nous meurt avec la perte, certes, mais dans le même élan, quelque chose de plus vrai naît. L'individuation n'a rien d'une quête de perfection, d'illumination ou d'invulnérabilité. Elle consiste à devenir entier, et l'absence de celui ou celle qui est parti peut être l'impulsion nécessaire à ce retour vers la totalité, car c'est dans le silence laissé par la séparation que l'on entend enfin la voix qui a toujours été là, la vôtre. Lorsqu'un être s'éloigne après avoir déclaré son amour, un déséquilibre symbolique s'installe en nous. Ce qui paraissait harmonieux se brise, laissant non seulement un vide affectif, mais aussi une désorganisation interne. Cette désorganisation dévoile souvent notre incapacité à habiter pleinement nos polarités psychiques, le féminin et le masculin intérieur. Jung observait que chacun de nous porte ces deux forces archétypiques, l'animus, image du masculin dans la psyché féminine, et l'anima, image du féminin dans la psyché masculine. Lorsqu'elles ne sont pas intégrées, elles génèrent des relations fondées sur le manque, la projection et l'idéalisme. Au moment où l'autre part, surtout s'il incarnait symboliquement votre idéal masculin ou féminin, vous êtes forcé de faire face à l'absence de ce que, inconsciemment, vous cherchiez à l'extérieur. L'animus peut se manifester comme l'homme fort, pourvoyeur, protecteur ou sauveur, un archétype promettant repère et sécurité. Si ce masculin interne n'a pas été développé en soi, on le réclame à l'autre. De même, lorsqu'un homme ne développe pas sa part féminine intérieure, il la recherche exclusivement chez les femmes. L'abandon révèle alors la nécessité de faire émerger en soi ce que l'on confiait à l'autre.
Commence alors le travail symbolique d'intégration. L'animus cesse d'être une figure projetée pour devenir une force réelle en soi. Votre capacité à agir, décider, vous protéger et tracer votre propre chemin. La femme cesse d'attendre d'être choisie pour s'exercer à choisir. De même, l'homme, en intégrant l'anima, s'ouvre à l'écoute, à l'empathie, à l'acceptation de la vulnérabilité et à l'univers émotionnel, plutôt que de le rechercher uniquement chez autrui. L'abandon agit comme un catalyseur de cette intégration. Privés de la représentation externe de ce qui nous manquait, nous sommes contraints, parfois de manière brutale, à chercher en nous ce que nous espérions recevoir de l'autre. Le masculin interne doit apprendre à accueillir la douleur sans s'y soustraire, à offrir une structure émotionnelle sans se durcir. Le féminin interne doit apprendre à sentir sans se noyer, à accueillir sans se perdre, à intuer sans s'illusionner. Cette union symbolique instaure un équilibre psychique, renforçant l'individualité tout en préparant le terrain à des relations plus conscientes à l'avenir. Il faut comprendre que cette intégration ne suit pas une trajectoire rapide ni linéaire. Elle requiert de renouer avec des blessures anciennes, souvent liées aux figures parentales et aux premières expériences d'affection. Les aspects négatifs de l'animus et de l'anima se forment dès l'enfance. Un père absent ou autoritaire peut générer un animus tyrannique projeté chez les partenaires ultérieurs. Une mère distante ou étouffante peut donner naissance à une anima instable, poussant l'homme à des relations chaotiques. L'abandon nous oblige à revisiter ses racines. En intégrant ces principes en soi, on ne guérit pas seulement de la blessure de l'éloignement, mais on réédite son identité. On devient plus entier, plus autonome, moins sujet à des relations de dépendance ou de peur. Cet état intérieur renouvelé permet d'aimer avec plus de liberté, de choisir avec plus de conscience et, par-dessus tout, de vivre avec plus d'authenticité. Jung parlait du mariage alchimique des polarités intérieures comme d'un symbole puissant de transformation psychique, l'union des contraires, la naissance du soi authentique. Ainsi, l'abandon cesse d'être une plaie béante pour devenir un rite de passage, un appel à délaisser d'anciens schémas, à récupérer nos projections et à bâtir en nous un espace où le masculin et le féminin intérieur cohabitent harmonieusement. Non pas pour ne plus jamais souffrir, mais pour rester entier, même brisé. Quand quelqu'un s'éloigne après avoir dit « je t'aime », il ne laisse pas seulement son absence, il révèle aussi l'ampleur de votre propre présence. Cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, met au jour les couches les plus profondes de la psyché, les projections que nous avons érigées, les ombres que nous fuyions, les blessures que nous reproduisons et les principes internes encore inachevés. Sous le regard de la psychologie jungienne, l'abandon n'est pas une fin mais un portail. Il nous appelle à l'intérieur, vers la totalité qui a toujours été là, en attente d'attention et de soins. Chaque étape de ce chemin, de la projection à l'individuation, du face-à-face avec l'ombre à l'intégration du féminin et du masculin intérieur, constitue une pièce essentielle de la quête de connaissance de soi. La souffrance n'est pas la fin, elle inaugure la transformation. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre parcours d'exploration intérieure mérite d'aller plus loin. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle enrichit tout ce que nous avons partagé aujourd'hui et peut approfondir votre compréhension. Votre transformation commence par le regard que vous portez sur vos blessures. Et désormais, vous n'êtes plus seul,